Des attaques aux réactions, Riposte, le podcast du journalisme dans le dur. Plus que jamais, le journalisme est un sport collectif et de combat, sans grande boxe ni retouche IA. Contre les obsessions fascisantes, les manipulations médiatiques et autres polarisations politiques, l'information est au cœur de la bataille des récits. Riposte, c'est le nom de ce podcast, un outil démocratique pour réenclencher l'impact citoyen, un petit manuel d'autodéfense intellectuelle pour se réarmer et défendre nos communs. Alors, micro en main, avec Juliette Demey, nous avons profité de l'édition 2025 des Assises du journalisme de Tours pour enchaîner les entretiens. Avec des chercheurs, des lanceurs d'alerte, des parlementaires et bien sûr des journalistes. Des témoignages qui documentent les atteintes contre la liberté d'informer, autant d'axes de réflexion possibles pour préserver le droit de savoir. Riposte, le podcast du journalisme dans le dur, c'est parti. On a vu appliquer des têtes de gondole de CNews sur l'antenne d'Europe 1. On était déjà un peu colonisés. C'est vrai que la façon dont nous on le voit, ce sont des alertes qui permettent de faire vivre la démocratie aussi. Donc la moindre des choses, c'est de respecter la base, c'est-à-dire on présente des faits qu'on a préalablement recoupés et on respecte les différentes opinions tant qu'elles ne tombent pas sous le coup de la loi, bien sûr. Mais c'est hallucinant qu'on soit obligé de le dire. Et donc, il s'agit pour nous, collectivement et individuellement, de résister face à l'emprise croissante de ces plateformes qui sont structurellement toxiques. L'information est une zone démocratique à défendre. Et parce que soutenir un média indépendant, c'est soutenir un journalisme d'impact et d'intérêt général, dans cet épisode, on revient avec François Bonnet sur cette urgence à défendre les médias contre la concentration en mains de quelques milliardaires et contre leurs procédures bâillons qui ont par exemple vu Mediapart subir 300 actions en justice depuis 2008 pour seulement 5 procès de perdus. Ces procédures bâillons, véritables entraves médiatiques et citoyennes qui coûtent chaque année à Mediapart près de 250 000 €, soit bien plus que le budget de bien des médias indépendants. Le prix de la liberté d'informer et du droit de savoir. La suite, c'est François Bonnet qui nous la raconte. Il est normal que des gens mis en cause par des enquêtes et s'estimant diffamés par ces enquêtes ou gravement mis en cause aient un droit de poursuite. François Bonnet, je suis président du Fonds pour une presse libre et puis avant ça, je suis l'un des cofondateurs de Mediapart et j'ai dirigé sa rédaction pendant une dizaine d'années. On doit, nous journalistes, rendre compte de nos écrits devant les tribunaux. C'est tout à fait normal. Et par ailleurs, il y a une législation de la presse en France qui offre aux journalistes les moyens et des moyens équilibrés de défense. Mais ce qu'on constate depuis quelques années, c'est justement ces avalanches de procédures, des procédures bâillons. Alors, un des spécialistes des procédures bâillons, c'est Bolloré, qui attaquait systématiquement les titres qui publiaient des enquêtes le concernant, qui a perdu tous ses procès, à ma connaissance, il les a tous perdus. La dégradation ne cesse de se poursuivre parce qu'on voit aujourd'hui des procédures invraisemblables qui visent à contourner la loi de 1881. La loi de 1881, c'est la grande loi sur la liberté de la presse. Elle a été adaptée, elle a été revue, modifiée et tout, mais c'est une loi qui reste un monument d'une république des libertés. Or, cette loi est de plus en plus souvent contournée et devant des juridictions invraisemblables, comme par exemple les tribunaux de commerce. Et c'est comme ça qu'on a vu des tribunaux de commerce rendre des ordonnances demandant de pourchasser les sources des journalistes. C'est l'affaire Le Poulpe à Rouen, où ils n'étaient même pas au courant, puisque c'est une entreprise qui a attaqué une autre entreprise en disant « cette entreprise nous dénigre en délivrant des informations à un journal qui s'appelle Le Poulpe ». Et donc le juge du tribunal de commerce dit « ok, mon ordonnance, allez fouiller dans les boîtes mail du Poulpe et de l'entreprise concernée pour identifier qui a parlé à qui ». Un truc absolument incroyable. Des tribunaux de commerce qui rendent des ordonnances de censure préalable. C'est l'histoire de Reflet Info sur les enquêtes concernant Patrick Drahi, qui les poursuit devant le tribunal de commerce. Et le tribunal de commerce ordonne
à Reflet Info de cesser toute publication concernant le groupe Altice. C'est une tentative de perquisition à Mediapart il y a environ 2 ans. Toutes ces tentatives sont généralement cassées en appel, et bien heureusement. Mais tout ça demande du temps, tout ça demande beaucoup d'argent. On discutait justement là avec une collègue de Reflet Info, ça leur a coûté 25 000 euros, la procédure Drahi. Un tout petit média, 25 000 euros, il faut les sortir. Donc quand je m'abonne à Mediapart, je permets aussi aux journalistes de se défendre. Bien sûr. Une des premières enquêtes, quand on crée Mediapart, je crois que c'est fin 2008, on publie une enquête fleuve de Laurent Mauduit sur les caisses d'épargne. Ça fait tomber la direction. C'est une enquête qui amène au départ de Charles Millot, qui était à l'époque le grand patron des caisses d'épargne. Mais entre-temps, ils avaient engagé 12 procédures. Et donc, c'est ce qu'on avait fait à l'époque. On venait de se créer, donc on était minuscule et à l'époque, on perdait beaucoup d'argent. Et on avait fait un appel à nos lecteurs parce que l'ensemble de ces procédures nous coûtait 40 000 euros. Et donc, on avait réussi à collecter par le soutien et la générosité de nos lecteurs à l'époque, qui n'étaient que quelques milliers, on avait réussi à réunir ces 40 000 euros pour les frais de justice. Au dernier moment, la Caisse d'épargne avait retiré ces procédures. On les a poursuivis pour procédures abusives en demandant des dommages et intérêts qu'on a obtenus. On avait obtenu, je crois, 3 000 euros. Et les reliquats des 40 000 euros qui avaient été nécessaires pour payer, un avocat, ça ne travaille pas gratuitement, c'est normal, il faut le payer, etc., ont permis par la suite de payer d'autres procédures judiciaires pour nous défendre devant les tribunaux. Alors on voit les offensives par les procédures Bayon, d'un Bolloré, d'un Drahi, mais on voit aussi que les attaques, c'est d'empêcher les journalistes de faire leur travail sur le temps long. Or, l'enquête, ça coûte cher. Et là, c'est ta casquette FPL que je vais interroger. C'est-à-dire que, raconte-nous l'origine du FPL et aujourd'hui, en quoi c'est un soutien indispensable à l'investigation. On crée le FPL qui est juridiquement un fonds de dotation. C'est un peu comme une fondation, mais vous savez que les fondations d'intérêt public, au conseil d'administration, il y a un représentant du ministère de l'Intérieur. Bon, on n'allait pas se retrouver, nous, journalistes, avec un représentant du ministère de l'Intérieur. Donc un fonds de dotation, c'est un peu comme une fondation, mais bien éloigné des pouvoirs publics. On a créé cette structure, pourquoi ? Pour y loger les 100% du capital de Mediapart. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, et depuis 2019, 100% du capital de Mediapart est logé au Fonds pour une presse libre, donc est devenu intouchable. On ne peut pas l'augmenter, le diminuer, le découper en morceaux, en vendre une partie, faire rentrer un nouvel actionnaire, etc. C'est congelé. Donc finalement, Mediapart, on ne s'en occupe pas aujourd'hui. Le FPL est complètement déconnecté dans ses activités de Mediapart. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye d'aider la presse indépendante à construire des modèles économiques qui soient durables, c'est-à-dire d'approcher l'équilibre et la rentabilité. Et on essaye donc d'encourager un journalisme de qualité, un journalisme qui a de la valeur, qui va créer de la valeur, comme disent les businessmen, pour permettre à ces titres de grimper une marche, de grimper 2 marches, de grimper 3 marches, et puis progressivement de progresser. Et on le fait en accordant des aides financières, en finançant des projets. C'est pas des grosses sommes, c'est 15 000 euros, 20 000 euros, sinon ça peut être des avances remboursables de 40 000 euros. Bon, c'est pas des sommes considérables. On n'est pas dans les 17 millions d'euros reçus par le groupe de Bernard Arnault, LVMH, pour ses différents médias. On ne compte pas en millions d'euros, on compte en quelques dizaines de milliers d'euros, des projets parfois un peu plus gros, à qui on va accorder 50 000 euros, etc. Bon. Mais ça permet de financer des enquêtes. Tu le disais, ça prend du temps, il faut beaucoup de moyens. Donc il faut pendant ce temps être en mesure de payer à peu près correctement des journalistes. On finance aussi des développements techniques pour ces sites. Donc on lance un appel à projet, des médias candidatent, en général on a une 50aine de candidatures par an, sur des projets qui sont très divers. On n'est pas arbitre des élégances éditoriales, on n'est surtout pas les rédacteurs en chef de la presse indépendante. Chaque titre a son identité, a ses priorités éditoriales, etc. Et quand on choisit une enquête plutôt que telle autre, je dirais on le fait plus en fonction de critères de faisabilité, d'intérêt public, d'impact.
c'est-à-dire cette enquête, une fois faite, en quoi elle peut faire bouger les choses, en quoi elle peut s'installer dans le débat public, en quoi elle peut amener à des changements de notre vie quotidienne, des changements dans des manières de gouverner, des entreprises, des collectivités locales, etc., etc. Alors pour la première fois cette année, en plus de l'appel à projet généraliste qu'on fait chaque année, et qu'on fait également cette année il est doté de 150 000 €, on a fait un projet où il y a clairement une demande éditoriale, c'est on va financer de l'enquête sur l'extrême droite. Et c'est un projet qui est doté d'un peu plus de 100 000 €. On a décidé de faire ça sur un constat, c'est qu'on est beaucoup à estimer qu'il n'y a pas suffisamment d'informations sur la mouvance de l'extrême droite en général et le RN en particulier. Le RN, c'est un huis clos absolu, c'est une opacité totale, et ça, c'est qu'un exemple. Donc, le premier constat, c'est de dire, finalement, il faut qu'on aide à produire plus d'informations là-dessus. Et on l'a fait parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau local, il y a beaucoup de journalistes qui sont d'excellents enquêteurs, qui connaissent un peu les méthodes de travail spécifiques à l'enquête, etc., mais qui se sentent un peu isolés pour aller seul au feu, si je puis dire. C'est compliqué parce qu'on sait qu'on devient une cible. On sait qu'on va se taper des campagnes de harcèlement sur les réseaux sociaux, qu'on peut se taper des menaces physiques, qu'on peut se taper des grandes campagnes de presse. Il n'y a qu'à voir les campagnes de presse que peut développer CNews, Europe 1, le JDD, ce qu'il a fait par exemple contre le secrétaire général de Reporters sans frontières, Christophe Deloire, qui s'est tapé une campagne des médias Bolloré absolument immonde. Donc on s'est dit, voilà, un appel d'offres permettra peut-être d'aider des journalistes un peu isolés dans les régions à se lancer dans cette entreprise en ayant derrière eux un soutien du Fonds pour une presse libre, puisqu'on va apporter, en plus d'aide financière, une aide juridique. Deuxième élément, ce pourquoi on a lancé cet appel à enquête, d'une certaine manière c'est le RN qui l'a provoqué, en déposant des amendements à l'automne dernier sur le projet de budget, qui visait purement et simplement à éliminer la presse indépendante, c'est-à-dire à détruire leur modèle économique. Il se trouve que la presse a un taux de TVA qui est extrêmement réduit à 2,1%. C'est un peu pareil dans tous les autres pays européens. Pourquoi ce taux réduit ? C'est une aide aux lecteurs. C'est pour que l'information ne coûte pas trop cher au public. La presse indépendante vit à la fois de ce taux de TVA hyper réduit à 2,1%, mais vit également beaucoup de dons, et de dons qui sont défiscalisables pour les gens qui sont imposables sur le revenu. Or, les amendements, la batterie d'amendements déposés par les parlementaires RN à l'occasion du projet de budget, c'était supprimer le taux de TVA réduit et le remettre à 20%, et supprimer la déductibilité fiscale. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire très simplement qu'il n'y a plus de modèle économique pour les médias indépendants. C'est en ça que le RN n'est pas un parti comme les autres, et ça a été une incitation aussi pour nous de dire, mais voilà, il faut travailler plus aussi sur le programme du RN, et aussi sur son organisation. Quand on voit Trump aujourd'hui aux États-Unis, ce qu'il est en train de faire depuis 2 mois, j'allais dire, c'est un mode d'emploi, c'est un livre ouvert pour le RN. Transposons, je veux dire, l'activisme déchaîné trumpiste en ce moment aux États-Unis, qui est en train de démanteler des pans entiers de l'État fédéral, transposons-le en France avec un RN au pouvoir. Mais c'est une casse absolument inouïe qui va se produire. Donc il est urgent de comprendre aussi comment le RN entend mettre en œuvre son projet politique. Qui casse l'ambiance en soirée. La terreur avec qui on peut même plus rigoler. L'hystérie qui bouffe du mec au petit déjeuner. Je suis la sorcière au bûcher. Je suis la menace qui fait la une de valeur. La dangereuse qui ne pense qu'à protéger ses sœurs. Je suis celle qui met la fâchosphère en sueur. Qu'est-ce qu'il y a, tu crois que tu me fais? J'ai été rabaissé, humilié, agressé, frappé. J'ai été vilipendé, harcelé, cancelé, catcollé, insulté, touché contre mon gré. Si jamais je m'en remets, on doutera de ma vérité. J'ai été dégradé, dépressif.
licencié, dénigré, écrasé, discrédité, méprisé, attaqué et blessé, toujours sous-estimé. Si jamais je l'ouvre pour témoigner, on chira sur ma vérité. Alors vas-y, allez, qu'est-ce que tu crois pouvoir me faire qu'on m'ait pas déjà fait? Vas-y, allez, bah quoi mon grand, qu'est-ce que t'attends? Le courage c'est maintenant. Et si jamais tu oses, c'est avec joie que je serai une martyre de la cause. Avec honneur je serai une martyre de la cause. Dernier élément qui nous a convaincus de lancer cet appel à projet, c'est l'entre-deux tours des législatives au mois de juin. Là, il y a eu un effet de réalité qui, je pense, a eu un impact immense pendant cette semaine de l'entre-deux tours. Le débat public commençait, je me souviens très bien, sur le lundi, sur « Ah, Bardella est peut-être en train de reculer sur la retraite », et dès le mardi, on commençait à exposer la galerie des horreurs. Et là, je pense que la presse indépendante a enrayé ça. Et donc là, il y a eu un effet d'impact, et c'est ce qui nous a aussi incité à dire « Bon, poussons les feux, continuons à enquêter ». C'est beaucoup d'argent. Un journal comme Street Press, qui en fait sa priorité éditoriale, réussit à mobiliser tout un public qui lui donne de l'argent pour ça. Ça intéresse les gens. Et puis, c'est aussi un moyen, je dirais, d'encourager les journalistes, des collectifs de pigistes, etc., des petits médias, de les encourager à se lancer dans l'enquête. Alors bon, il y a de très beaux exemples dans la presse indépendante, hein. Il n'y a pas que Mediapart, et heureusement. Je veux dire, il y a Street Press, il y a Splan, il y a... c'est vrai, Splan a des enquêtes d'impact qui sont absolument formidables. Et si on peut pousser les feux là-dessus, et si on peut encourager d'autres, pour certains, on l'espère, ça peut être une sorte de pédagogie ou d'apprentissage. Voilà, oui, et j'allais terminer sur ce dernier point, le FPL. C'était aussi les états généraux de la presse indépendante. Oui. C'était une manière aussi de fédérer ces médias qui se sentent seuls. Mais on sent que là, il y a une résistance aussi qui se met en place. Le problème de la presse indépendante aujourd'hui, c'est son extrême fragilité financière. Et on ne peut pas durablement rester dans cette situation. Donc il faut non pas se regrouper ou fusionner. C'est très bien qu'il y ait une multitude de médias, des médias qui ont des couleurs éditoriales différentes, qui ont des priorités éditoriales différentes. Mais il faut arriver, d'une manière ou d'une autre, à travailler ensemble, à échanger des contenus. Voilà ce que font Disclose, Splan, mais bien d'autres, sur des multi-publications dans différents médias. C'est vachement utile. La manière dont Mediapart a passé des partenariats avec Mars Actu, avec Mediacité, avec d'autres également, pour reprendre des papiers, c'est très bien. Et c'est pour ça que le portail qu'on a aidé du reste à financer, fait par Basta, le portail des médias libres, qui tous les jours montre cette diversité en proposant une sélection d'articles, d'enquêtes, de reportages, etc. par les divers médias indépendants. C'est une démarche qui est très intéressante. Il faut qu'on ait quand même des dynamiques communes qui permettent de mettre dans un pot commun des méthodes de travail, des moyens techniques, peut-être des moyens humains. En gros, de mutualiser tout ce qui peut l'être sans aller taper dans les identités de chacun et dans l'indépendance de chacun. Et c'est sur ces mots que se termine cet épisode et cette mini-série, le podcast Riposte, réalisé par Pierre-Yves Bulto avec la complicité de Juliette Demey. J'en profite puisque c'est le dernier épisode pour remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette réflexion. Je pense à Olivier Samin, à David Colomb, à Sophie Taillé-Polian, à Elodie Nas. Je pense aussi à Marie Zafimei, à Tristan Goldbron, et puis évidemment à François Bonnet qui nous a brillamment exposé tous ces enjeux sur un journalisme d'impact et d'intérêt général. Vous pouvez retrouver ces épisodes sur la plateforme du podcast de Splan et aussi sur les bonnes ondes de Radio Campus Paris. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, en ces temps durs, on riposte. Salut, ciao.